Le premier député socialiste fut élu à Marseille en 1881. Un an plus tard, en 1882, Thivrier, un ouvrier mineur, fut élu maire de Commentry dans l'Allier. Dans les années qui suivirent, de nombreuses villes ouvrières allaient élire un maire socialiste, de Montluçon à Roubaix, de Saint-Denis à Marseille. Certains de ces maires, pourtant élus légalement, furent révoqués par les préfets, car la bourgeoisie, considérant les municipalités comme des rouages de son pouvoir politique, ne voyait pas d'un bon œil des socialistes pénétrer ces institutions. Des maires ouvriers durent se battre pour que leurs patrons les laissent exercer leur mandat. D'autres furent licenciés à peine élus. Les élections pouvaient alors déboucher sur d'autres combats, comme la grève des mineurs de Carmaux, à la suite du licenciement du maire fraîchement élu, un ajusteur dans les mines. En janvier 1886, éclata la grève de Decazeville, dans l'Aveyron. 2000 mineurs arrêtèrent le travail parce que le patron avait brutalement baissé le salaire. Le directeur Vatrin reçut en mairie une délégation à laquelle il refusa la moindre concession. Poursuivi par la foule en colère, il fut rattrapé et défenestré. Mort à la suite de ses blessures, il devint le martyr de la cause patronale. La répression s'abattit sur les grévistes. Les socialistes se solidarisèrent des grévistes. Jules Guesde écrivit le lendemain dans son journal « Le sang avait coulé. Par extraordinaire, pour la première fois peut-être, ce n'est pas du sang ouvrier. Devant ce cadavre d'employeur, de tortureur, qui va tirer des larmes de tous les yeux bourgeois et des condamnations d'une justice également bourgeoise, il nous est impossible de penser à autre chose qu'aux souffrances, aux injures et aux provocations dont une pareille mort n'est que le couronnement, pour ne pas dire le châtiment. » Les 4 députés ouvriers qui avaient été élus grâce à des alliances avec les radicaux et qui jusque-là ne s'en distinguaient guère, prirent résolument position pour les grévistes et ils furent les seuls. Le député Bally, qui avait été lui-même mineur pendant 18 ans, interpella le gouvernement à l'Assemblée sous les huées de la droite royaliste. Il traita le directeur Vatrin d'affameur, justifia la révolte ouvrière en invoquant la prise de la Bastille en 1789, réclama la mise en liberté des ouvriers arrêtés et développa un programme de revendications ouvrières, comprenant en particulier la revendication de la journée de 8 heures et celle d'un salaire minimum. Seuls ses 3 camarades, élus socialistes comme lui, Zéphirin Camélina, Antide Boyer et Clovis Hugues, se levèrent pour l'applaudir, devant une salle violemment hostile. Ces députés menèrent alors toute une campagne, à Paris et en province, avec de nombreuses réunions de soutien aux grévistes. Jules Guesde commenta « Les classes et leur lutte fatale ont fait leur entrée au Palais Bourbon. » C'est à l'occasion des élections présidentielles que nous avons pu faire connaître Arlette Laguiller et lutte ouvrière. Nos électeurs, surtout à l'époque où nous dépassions les 5%, entre 1995 et 2002, ne se prononçaient pas forcément sur l'ensemble de notre programme. Certains votaient pour Arlette Laguiller parce que c'était une femme, une travailleuse, une personne sincère et honnête. D'autres ont voté pour nous pour affirmer leur défiance des partis de la gauche traditionnelle ou parce qu'ils se retrouvaient dans la perspective que nous défendions. Notre présence permet à une fraction des électeurs de dire son mécontentement devant les reniements de la gauche gouvernementale ou d'affirmer son indignation devant l'évolution catastrophique de la société. Et c'est déjà une bonne chose. Mais en utilisant le bulletin de vote lutte ouvrière, ils sont davantage sensibles à tout ce que nous disons. Nous avons alors la possibilité d'intéresser à notre programme ceux qui votent lutte ouvrière ou qui se posent la question de le faire, en quelque sorte malgré nos idées révolutionnaires. En tout cas, nous n'avons jamais mis nos idées dans notre poche pour avoir davantage d'électeurs. Nous tenons à les défendre, indépendamment du score que nous allons faire. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes indifférents à ce score, évidemment, car il permet de prendre la mesure de l'état d'esprit des électeurs. Dans les campagnes électorales,
Nous menons une activité de propagande dans des proportions plus grandes que d'habitude. Et nous pouvons atteindre des travailleurs qui ne nous connaissaient pas jusque-là. Grâce à la profession de foi, envoyée dans tous les foyers au moment de la présidentielle à 45 millions d'électeurs, nous avons la possibilité matérielle de toucher des travailleurs en nombre bien plus grand que par notre activité régulière d'édition de bulletins politiques dans les entreprises ou par les tracts que nous diffusons dans les activités publiques. Mais les idées que nous défendons dans les élections sont celles que nous défendons toute l'année par notre activité militante. Dans nos tracts électoraux, comme dans nos bulletins d'entreprise, nous faisons bien sûr de la propagande communiste, mais nous cherchons aussi à populariser un certain nombre d'objectifs vitaux pour la classe ouvrière aujourd'hui, à défendre un programme pour les luttes que l'exploitation et la violence patronale ne manqueront pas de provoquer. Il s'agit d'un ensemble de revendications qui répondent aux problèmes immédiats des travailleurs que sont le chômage, les bas salaires, mais qui ne pourront être imposées que par des mouvements sociaux importants. Ces revendications rejoignent notre programme révolutionnaire, car répartir le travail entre tous ou augmenter les salaires implique de contrôler les affaires et les comptes des capitalistes et des banquiers, d'empiéter sur la propriété, sur leurs profits, en contestant leur mainmise sur l'économie. Trotsky l'exprimait ainsi : la lutte pour le pouvoir doit partir de l'idée fondamentale que si une opposition contre l'aggravation de la situation des masses dans le cadre du capitalisme est encore possible, aucune amélioration réelle de leur situation n'est concevable sans incursion révolutionnaire dans le droit de propriété capitaliste. Autrement dit, même pour satisfaire des revendications élémentaires, il faut une orientation révolutionnaire. Cela nécessite un fort degré de combativité qui ne peut se développer qu'au travers d'un processus révolutionnaire, bien sûr. Mais cela nécessite également un niveau de conscience politique élevé. Cette conscience élevée ne peut exister sans militants organisés, sans un parti politique qui représente les intérêts politiques et sociaux de la classe ouvrière, ses intérêts immédiats et à long terme. Un tel parti doit se placer sur le terrain de la lutte des classes, du marxisme, et se fixer comme but non seulement l'amélioration immédiate des conditions de vie de la classe ouvrière, mais aussi la perspective communiste.